Vos animateurs d'ici Première, toujours à l'écoute de ce qui marque votre quotidien. Des nouvelles régionales aux chroniques du jour, les sujets qui vous parlent, on en parle avec vous. Ici Première, votre radio en direct. Sur l'appli Radio-Canada Audio. Voici à la une. C'est toujours en remplacement de Mathieu Bellumeur qui sera de retour la semaine prochaine. Bonjour tout le monde, bonjour collègues. Bonjour. D'abord, Vincent Maisonneuve, après discussion avec les grands constructeurs d'auto américains, soit Ford, GM et Stellantis, Donald Trump suspend pour 1 mois l'imposition des tarifs douaniers dans le secteur de l'automobile. Mais ce sera tout, parce que lors de son entretien avec Justin Trudeau hier, le président américain a répété que le Canada n'en fait pas assez à son goût pour stopper le trafic de fentanyl. Exactement, mais n'appelez surtout pas ça un recul de la part de Donald Trump. Ce n'est pas un recul, c'est une pause là, parce que les géants de l'industrie automobile lui ont fait part de leurs inquiétudes. C'est assez intéressant parce que lundi, dans son discours devant le Congrès, Donald Trump disait que les géants de l'automobile étaient emballés par son nouveau régime tarifaire qu'il entendait imposer, mais il semble que ce n'est pas le cas. Les géants d'automobile qui ont fait entendre raison à Donald Trump, mais bon, pour un seul mois. Et c'est pas avec 1 mois que l'industrie va pouvoir prévoir, investir, avoir une certaine prévisibilité. Je pense pas qu'il pousse un soupir de soulagement, vraiment. Non, c'est un sursis. Ce n'est pas un soupir de soulagement. Et puis, OK, on en reparle plus en détail tout à l'heure. Alexandra Chatzka, elle sera avec nous un peu plus tard pour faire le point sur ce réveil de l'Europe. C'est vraiment ça qui se rend bien compte qu'elle ne peut plus trop compter sur son ami américain de longue date, là, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, pour la défendre. Véronique Méran, météo, que dire? Ça fond. Ça fond, certainement. 7 degrés à cette heure-ci. Des températures vraiment... 7 à cette heure-ci, c'est assez spectaculaire. Oui. Et ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, effectivement. Normalement, je regardais les statistiques, là, on touche la barre du 10 degrés en moyenne autour du 20 mars à Montréal d'habitude, mais aujourd'hui, c'est probable que les régions un petit peu plus à l'est, là, Sherbrooke, Québec, qu'on touche cette barre-là de façon un petit peu plus hâtive. Donc, mais pas Montréal. Non, Montréal, on va rester autour de 7 et puis là, on va commencer à perdre des degrés en cours de journée. Les températures plus froides reviennent la nuit prochaine. Puis par la suite, on sera un petit peu sous les normales. Sauf que là, la normale, c'est quand même rendu 0. Alors, quand on est un peu en dessous, -3, -4, c'est pas désagréable quand même. Donc, on y va avec une pluie, mais ce matin, c'est le brouillard qui va retenir l'attention. On a émis un avis de brouillard dans le secteur de l'Outaouais, mais région des Laurentides, la Naudière, il y en a beaucoup à cette heure-ci. Alors, le brouillard peut être un enjeu. Soyez vigilants. Ça devrait se dissiper d'ici la mi-journée. Petite pluie, petite brune intermittente qui cessera. Les nuages vont rester présents et les vents seront un petit peu plus présents aussi. Sud-ouest, 30-50 km/h. Mercure à la baisse, on va se retrouver autour d'1 degré, 0 en fin de journée, -6, -9 la nuit prochaine. Et là, il y aura des flocons ce soir. Ça pourrait laisser un 2 à 4 cm par endroit et les vents d'ouest seront vifs, 40-60 km/h. Alors, refroidissement, flocons, vent, poudrerie, des conditions qui peuvent surprendre là, au cours de la soirée de la nuit prochaine. Demain, vendredi, ça restera plutôt nuageux. Flocons ici et là le matin, venteux. Les températures seront autour d'1 degré à Montréal, -2, -4 ailleurs. Et il y aura des éclaircies en après-midi. Donc, samedi sera la plus froide des 2 journées cette fin de semaine. Mais comme je le disais, quelques degrés sous 0, là, c'est quand même pas trop désagréable. Du côté de l'Abitibi, la neige se poursuit, 5 à 10 cm. C'est mêlé de pluie sur les régions un petit peu plus au sud. On ira avec des températures à la baisse aussi, -9 en fin de journée. 4 degrés vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Petite pluie, petite bruine de ce côté-là. Ça va changer en averse de neige ce soir avec le retour des températures plus froides. Même chose vers le Bas-Saint-Laurent. Pluie, brouillard, venteux, doux aujourd'hui. Sous 0 la nuit prochaine avec des flocons. Vers la Gaspésie, c'est de la pluie verglaçante qui s'en vient ce matin. Ça se changera en pluie cet après-midi. Il va pleuvoir quand même pas mal, 20 à 30 mm là, au cours de la soirée de la nuit prochaine. Pluvieux encore demain et l'air plus froid arrivera vers la Gaspésie, la Côte-Nord, vendredi seulement. Sur la Côte-Nord, on anticipe un peu de neige grésil. Il y aura du verglas là-dedans et ça changera tout ça éventuellement en pluie cet après-midi. Les vents soufflent jusqu'à 80 km/h. 4 degrés, c'est le maximum. En territoire ontarien, un peu de neige sur la portion nord, venteux et
températures à la baisse. Toronto, Windsor aussi, le mercure est légèrement à la baisse. Il y a des averses de neige ici et là. Et c'est le même scénario à Ottawa. Beaucoup de brouillard, pluie qui se change en neige, refroidissement à venir dans les prochaines heures. Heureusement que c'est calme dans l'ouest. On poursuit ça sous le soleil à Vancouver, 9 à 12 degrés. 7 Edmonton et Calgary sous le soleil également. Plus froid sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, mais des conditions variables dans l'ensemble. Les flocons vont cesser à Winnipeg ce matin. On sent bien le mois de mars qui s'installe. Qui est là dans toute sa splendeur. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Et au sport, Jean-François, Ovechkin se rapproche de Gretzky. Oui, on parle du total de buts, bien entendu. Donc, Alexander Ovechkin a inscrit le 885e but de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey hier. Il s'approche à seulement 9 buts du record de Wayne Gretzky. Dans une victoire de 3-2 en prolongation des Capitals de Washington contre les Rangers, ça se passait à New York et Ovechkin a marqué ce but en troisième période. C'est lui qui a créé l'égalité pour pousser le match en prolongation. Ça lui fait maintenant 32 buts cette saison, un rythme, il a marqué ses 32 buts en 46 affrontements et à ce rythme, Ovechkin, 39 ans, pourrait battre la marque de Gretzky, 894 buts au début du mois d'avril, sinon ce serait au début de la prochaine saison. Donc ça va toujours bien pour Alexander Ovechkin. Quelques résultats dans les autres matchs impliquant des équipes canadiennes dans la Ligue nationale de hockey. Les Sénateurs d'Ottawa ont défait les Blackhawks de Chicago 4-3. Les Maple Leafs ont perdu 5-2 contre les Knights de Vegas et les Canucks de Vancouver l'ont emporté 3-2 contre les Ducks d'Anaheim. Un petit mot concernant les échanges dans la Ligue nationale de hockey. Vous savez, ça se termine le 7. C'est la date limite pour les échanges avant les séries éliminatoires, avant la fin de la saison. Et le Québécois Yanni Gourde est de retour à Tampa Bay. Il est passé de Seattle à Tampa Bay dans un échange qui implique 3 équipes. C'est un petit peu complexe. Il est passé de Détroit, puis finalement revient à Tampa Bay. Yanni Gourde, 33 ans, avait passé 6 saisons, ses 6 premières saisons avec le Lightning de Tampa Bay. Il y avait connu du succès, donc il est de retour avec la formation de la Floride. Et puis, l'allié robuste Mathieu Olivier, qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey, mais qui a fait sa place au sein des Blue Jackets de Columbus, a obtenu une prolongation de contrat de 6 ans avec la formation de Columbus. Donc, un beau succès pour Mathieu Olivier, qui a travaillé quand même très fort pour arriver où il en est dans la Ligue nationale de hockey. Au mondiaux de ski de fond, on a assisté à une bonne performance des Canadiens en sprint par équipe. Oui, ça passe un peu sous le radar, mais je trouvais que c'était une performance à noter quand même. C'était dans un contexte où c'est le Norvégien Johan Kleibo qui a brillé. On parle d'Ovechkin, on parlait de LeBron James, c'est un athlète de ce niveau, Johannes Kleibo, qui a remporté le sprint par équipe à Trondheim. Ce sont les mondiaux de ski de fond là-bas qui se déroulent là-bas. Il est originaire de Trondheim, donc il était en terrain connu. Associé à Eric Valnes, il a donc remporté la médaille d'or, le Norvégien, et ça lui faisait un 4e titre en 4 courses dans ce mondial. Et à ce rythme, il pourrait rêver à un exceptionnel grand chelem, c'est-à-dire une victoire dans chacune des 6 épreuves. Ça pourrait lui arriver. Il en a tout le potentiel et ce n'est jamais arrivé dans le monde du ski de fond chez les hommes qu'un athlète comme ça remporte toutes les épreuves. Et le duo canadien, on s'en parlait au début, là, le duo canadien composé d'Antoine Cyr et de Xavier McKeever a terminé au 9e rang. Il fut un temps avec Alex Harvey où les podiums étaient courants. Ski de fond, c'est un sport où les Scandinaves dominent et d'obtenir un top 10 pour Antoine Cyr et Xavier McKeever, c'est vraiment très bien au sprint par équipe. Merci beaucoup, Jean-François. Merci bien. Bonne journée. Après avoir créé une sorte de chaos en imposant des tarifs sur tous les produits canadiens et mexicains, Donald Trump accorde maintenant une exemption d'1 mois au secteur automobile du Canada et du Mexique. Vincent, le président américain a cédé en fait à la pression des 3 grands constructeurs américains. Voilà, et je le disais en d'entrée de jeu, devant le Congrès lundi, Donald Trump disait plutôt que les 3 géants d'automobile, GM, Ford et Stellantis, étaient emballés par son nouveau régime de tarifs douaniers. Bien, il semble que ce n'était pas vraiment le cas. Les constructeurs américains qui ont plutôt fait comprendre au président que les tarifs imposés au Canada et au Mexique allaient profiter beaucoup plus aux constructeurs automobiles étrangers qui n'utilisent pas la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Un autre élément qui aurait fait réfléchir le président, les marchés boursiers qui ont plongé en début de semaine, ce qui aurait secoué le président et son entourage à la Maison-Blanche. Bref, l'industrie automobile va bénéficier d'un sursis
d'1 mois. Ce délai n'a absolument rien de rassurant pour ceux qui œuvrent dans l'industrie automobile. C'est vrai qu'il n'y aura pas de tarif pendant ces 30 jours, mais ce qui en ressort, c'est encore plus de confusion et d'instabilité. On va écouter Patrice Maltais de Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada. C'est un sursis. Je n'appellerais pas ça un répit parce qu'encore là, on part d'un retard d'1 mois. On a encore une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour n'importe quelle entreprise, y compris les nôtres, c'est impossible de vraiment planifier à long terme quand on a quelque chose qui va peut-être arriver dans un mois, qui va peut-être arriver demain si Donald Trump se cogne le pied sur un meuble. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver, donc on va le prendre. Mais c'est encore là, ça nous prend une solution à long terme. Donald Trump se cogne le pied sur un meuble. J'ai une image. Là. Oui. Du côté d'Ottawa, en tout cas, on soutient que les négociations se poursuivent. Oui, et ce, malgré le délai là, pour l'industrie automobile, pas question de baisser la garde. Le Canada maintient sa stratégie de contre-tarifs ciblés sur des produits là, qui ont des chaînes d'approvisionnement très claires dans des États républicains, souvent favorables à Donald Trump. On veut frapper là où ça fait mal. Selon une source fédérale haut placée, le gouvernement canadien se dit prêt à retarder l'imposition de la deuxième vague de tarifs, là, celle de 125 milliards de dollars, à la suite d'une proposition de la Maison-Blanche là, d'abandonner des tarifs sur les produits qui sont inclus dans le traité de libre-échange actuel. Washington qui a aussi proposé d'éliminer certains tarifs si le Canada laissait tomber toute sa riposte, ce que Ottawa a refusé, toujours selon certaines sources. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirme que le Canada va continuer à défendre les intérêts du pays. Il est clair que nous allons toujours négocier dans l'intérêt des Canadiens et que nous n'allons pas négocier contre nos propres intérêts. Et ça, je voulais faire en sorte que ça soit clair pour tous ceux et celles qui nous écoutent, parce que c'est pas vrai qu'on va vivre ce psychodrame à chaque 30 jours et c'est pas vrai qu'on va juste négocier de pause en pause. Bon, en plus de ces négociations, Donald Trump et Justin Trudeau se sont parlé en personne hier. 50 minutes quand même de discussion, résultat plutôt nébuleux. Une conversation qui, selon les rapports qu'on peut lire ce matin dans les journaux, aurait été par moments chaotique, dans lesquels les esprits se seraient échauffés. Moi, le moment le plus surréaliste là, de cet appel, c'est le moment où le président américain aurait accusé le premier ministre Trudeau d'utiliser cette querelle commerciale pour s'accrocher au pouvoir. Donald Trump qui a même publié un message dans lequel il écrit « L'appel s'est terminé sur une note plutôt cordiale, mais le premier ministre n'a pas été en mesure de me dire quand auraient lieu les prochaines élections. » Et pour Donald Trump, ça, c'est louche. Le président qui poursuit en écrivant « J'ai maintenant réalisé que Justin Trudeau utilise cette situation pour rester au pouvoir. » Et le message se termine par « Bonne chance, Justin. » Ça ne s'invente pas. Ça m'avait échappé, ce morceau-là. Oui. OK, mais merci Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Gabriel Marcamp-Perrault est à Ottawa. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Claude-Sophie. Alors, cette revue de l'actualité, ça commence par les tarifs. Oui. Mais il y a des rabais qui commenceraient à apparaître sur des produits américains à l'épicerie. Produits américains en liquidation, c'est le titre de la une ce matin du Journal de Montréal qui nous apprend que des commerçants écoulent au rabais leurs produits de marque américaine. Du jour au lendemain, il y a eu une baisse de vente sur les produits américains. On a même dû mettre 3 marques en liquidation pour éviter les pertes. C'est ce que mentionne Richard Jevet, qui est adjoint de l'épicerie de quartier chez Clémentine, située dans le quartier Rosemont à Montréal. Et depuis le début du mois de février, bien, il constate un engouement encore plus présent qu'auparavant pour les aliments du Québec. Résultat, les produits américains restent sur les tablettes et le Journal de Montréal a constaté que des produits de marque américaine, même s'ils sont fabriqués dans des usines du Québec, étaient au rabais depuis plusieurs semaines chez Maxi, par exemple, et cette tendance observe dans plusieurs épiceries de la province, dit le quotidien de Québécois ce matin. Restons dans le domaine de l'alimentation, mais plutôt de l'agriculture. Donald Trump mentionne « Accrochez-vous, chers agriculteurs », parce que le président américain qui a suspendu pendant 1 mois les droits de douane de 25 % sur les voitures en provenance du Canada et du Mexique, mais pas de concessions, en revanche, accordées aux agriculteurs. L'éditorial du Wall Street Journal ce matin, le président proclame son amour pour les agriculteurs américains, mais apparemment, il aime davantage ses droits de douane. Alors, résultat,
les prix à la consommation vont encore augmenter. Inquiétude chez des agriculteurs du Kansas, dit le Globe and Mail ce matin à sa une, où plusieurs agriculteurs dépendent des engrais venus du Canada. Au Kansas, plus de 85% de l'État est constitué de terres agricoles. Alors pour le Wall Street Journal, la frénésie des taxes douanières de Donald Trump et le triomphe de l'idéologie sur le bon sens. Espérons que le républicain reviendra bientôt à la raison. Et je termine avec l'éditorial de Marie-André Chouinard dans les pages du Devoir ce matin. Le roi du gamble serait-il allé trop loin en faisant miroiter l'idée que cette guerre commerciale ne pourrait que rendre son Amérique plus riche sans effet néfaste sur sa propre économie? Attention, les chiffres ne mentent pas, eux. Et les menteurs chiffrent parfois. Oui. 5 ans après la création de la PCU, c'est un programme d'aide d'urgence pendant la pandémie, il y a des intervenants qui constatent qu'elle a eu un effet pervers sur la criminalité au Québec. La prestation canadienne d'urgence, et c'est la une ce matin du quotidien La Presse, un long dossier de 3 journalistes dans les pages numériques de La Presse ce matin. Plus de 20 millions de Canadiens ont profité de la prestation canadienne d'urgence en 2020, la PCU qui versait à un travailleur qui vivait une période de chômage forcé pendant la pandémie un revenu maximal, rappelez-vous, de 2 000 $ par mois. Or, 5 ans après la création de cette prestation, beaucoup d'intervenants interrogés par la presse ont constaté qu'elle a eu finalement des effets pervers inattendus sur l'écosystème de la criminalité du Québec. Parce que quand le programme d'aide a été mis sur pied, plusieurs jeunes criminels, dit la presse, ont rapidement pu déceler les failles du système. Ils se sont rapidement passé l'information. Il est possible d'aller chercher des sous là et c'est devenu en quelque sorte un tremplin pour acheter des gadgets qui permettent de voler facilement des voitures, pour acquérir des armes ou des imprimantes 3D qui permettent d'en fabriquer. Alors, long dossier à lire, c'est à la une du quotidien La Presse ce matin. Et puis, Québec songe à faire payer les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous avec leur médecin de famille. Et c'est ce que nous apprend ce matin le collègue Pierre-Alexandre Bolduc dans un texte publié à la une de notre site Internet. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, déplore que certaines personnes prennent de multiples rendez-vous pour s'assurer d'avoir une place. Si quelqu'un a pris 3-4 rendez-vous pour être certain d'en avoir un, il fait mal à 3 cliniques, mentionne le ministre. Sur une base annuelle, on parle de 18,1 millions de rendez-vous qui sont offerts dans les cliniques GMF ou dans les CLSC par des médecins de famille et des infirmières au Québec. Et si la tendance se maintient, dit le journaliste Pierre-Alexandre Bolduc, plus de 640 000 rendez-vous médicaux avec des médecins de famille pourraient être perdus en raison des personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous en 2025. Gabriel Marc-Ampérois à Ottawa, merci beaucoup. Bonne journée. À demain. Aujourd'hui se tient à Bruxelles une réunion extraordinaire du Conseil de l'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne s'enlignent sur le réarmement de l'Europe. Après la rencontre désastreuse de vendredi dernier à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, on assiste vraiment à un réveil brutal des pays européens. Parce qu'il est de plus en plus évident que les États-Unis n'ont pas l'intention d'assurer désormais la défense du continent comme ils le font depuis 1945. On en parle avec Alexandra Chatzka. Bonjour Alexandra. Bonjour Claude-Sophie. On a vu au cours des 4-5 derniers jours une mobilisation vraiment exceptionnelle des capitales européennes en faveur de l'Ukraine, mais aussi de la défense autonome et renforcée du continent européen. Oui, tout à fait. Ça a commencé, comme vous avez vu, dimanche dernier à la rencontre à Londres, à l'invitation du premier ministre britannique Keir Starmer. C'était pas seulement les pays de l'Union européenne, il y avait aussi le Canada. Monsieur Trudeau était là. Il y avait la Turquie et bien sûr la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc l'OTAN presque dans son ensemble, excepté les Washington. Ces pays ont senti le besoin de réaffirmer leur appui à l'Ukraine, mais aussi à la stabilité et la sécurité de l'Europe face à ce qui a été perçu comme un rapprochement extrêmement dangereux entre Washington et Moscou. Alors, depuis, les événements se précipitent ici en Europe. La majorité des capitales sont en train de revoir leurs dépenses en matière d'armement et de défense. On commence par Bruxelles. Aujourd'hui, justement, les chefs d'État et de gouvernement sont en train de converger vers Bruxelles. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a dévoilé il y a 2 jours un plan de 800 milliards d'euros
1200 milliards de dollars canadiens, c'est pas rien, pour la défense de l'Europe et l'aide à l'Ukraine. Alors, elle l'a intitulé Réarmer l'Europe. On en discute aujourd'hui donc à ce Conseil de l'Europe tout à fait spécial. Clairement, plus personne ici en Europe ne se fait d'illusions. Washington de Donald Trump est prêt à sacrifier l'Europe pour plaire et faire des affaires avec Vladimir Poutine. L'anxiété est à son comble, je peux vous le dire, mais les choses bougent rapidement. Oui, d'ailleurs, hier, c'était au tour d'Emmanuel Macron de s'adresser aux Français. Nous entrons dans une nouvelle ère. C'est ce qu'il a dit d'entrée de jeu. Oui, un discours, Claude-Sophie, tout à fait solennel, en costume noir, 14 minutes au cours desquelles Emmanuel Macron a averti les Français que face à un pays, la Russie, qui consacre 40% de son budget à l'armement, face au désengagement apparent des Américains, face à un Vladimir Poutine qui viole les accords de paix, l'accord de Minsk, les frontières, qui déstabilise les pays européens, comme les élections dernières en Roumanie, c'était clair qu'il y avait une intervention russe dans ces élections. La France et l'Europe doivent prendre des décisions sans précédent depuis des décennies. Il a dit « L'innocence des 30 dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, est révolue. » Certaines satisfactions personnelles, il faut dire, pour Emmanuel Macron, parce qu'il prône personnellement l'Europe de la défense, une Europe unie pour se défendre depuis déjà plusieurs années. Alors maintenant, c'est devenu réalité et ça doit se faire maintenant. Alors, il a annoncé une augmentation substantielle de dépenses en armement, production française et européenne, et finalement, il a abordé la question nucléaire. Il est prêt à étendre la protection du parapluie nucléaire français. La France et la Grande-Bretagne sont les seuls pays en Europe qui ont l'arme nucléaire. Alors, étendre le parapluie nucléaire français à d'autres pays d'Europe. Il y a un autre pays qui prend la question de la défense européenne extrêmement au sérieux, c'est l'Allemagne qui est en train de prendre des décisions historiques, elle aussi. Ça, vraiment, c'est pratiquement incroyable. 10 jours à peine après les élections législatives, avant même la formation du nouveau gouvernement, vous savez, ces négociations peuvent prendre des semaines, voire des mois. Friedrich Merz, celui qui va probablement être le prochain chancelier de l'Allemagne, et son probable partenaire de coalition, le SPD, le Parti social-démocrate, se sont entendus d'ores et déjà pour sortir ce qu'ils ont appelé le grand bazooka. Ils sont prêts à engager 1000 milliards d'euros, 1500 milliards de dollars canadiens pour le réarmement, sans égard à l'orthodoxie budgétaire qui est ici, en Allemagne, une véritable religion. Le déficit ne peut pas dépasser 0,35% du PIB, du produit intérieur brut, et ça, c'est inscrit dans la Constitution. Alors, ils sont prêts à revoir la Constitution pour réarmer l'Allemagne, mais pour ça, ils ont besoin de l'accord du Parlement, de 2/3 du Parlement, et comme le prochain Parlement, ce n'est pas certain, et qu'il veuille passer ces modifications, alors ils sont prêts à faire passer cette modification de la Constitution par le Parlement actuel qui va être là jusqu'à la fin du mois, imaginez-vous. Alors c'est vraiment un moment historique en Europe qui est prise dans un étau entre la Russie menaçante et les États-Unis imprévisibles. L'Europe doit faire rapidement ce qu'elle n'a pas réussi à faire en 3/4 de siècle, c'est-à-dire s'armer et s'unir. Merci beaucoup, Alexandra. C'était À la Une. Je vous donne rendez-vous, en fait, au prochain Radio Journal.